Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette édition spéciale consacrée aux événements en France. Une fusillade a éclaté vers 13h aujourd'hui dans une épicerie cachère de la Porte de Vincennes dans le 12e arrondissement de Paris. Un homme armé s'est retranché après avoir fait au moins un blessé selon une source policière. Selon le syndicat de policiers à Paris, l'homme serait équipé d'armes automatiques et retiendrait au moins 6 personnes dans ce magasin. Le trafic a été partiellement interrompu. Les établissements scolaires proches du lieu de la prise d'otages ont été évacués. Une source proche du dossier évoque la mort de 2 personnes. L'homme pourrait être un proche des frères Kouachi, les 2 suspects de l'attentat contre Charlie Hebdo. Il semble en effet qu'il ait appartenu à la même filière des Buttes-Chaumont, une cellule de recrutement de candidats au djihad qui opérait dans le nord-est de Paris. Après l'attentat contre Charlie Hebdo qui a fait 12 morts mercredi, les forces de l'ordre mettent tout en œuvre pour interpeller les frères Kouachi. Ce vendredi matin, les forces de l'ordre ont échangé des coups de feu et se sont lancées dans une course-poursuite sur la Nationale 2 en Seine-et-Marne avec 2 suspects qui pourraient être les frères Kouachi. Les 2 hommes sont retranchés donc dans une entreprise avec un otage. Une opération est en cours pour les neutraliser. En parallèle, l'enquête se poursuit. 9 personnes de l'entourage des suspects ont été placées en garde à vue. Selon France Info, parmi eux, il y a la sœur de Chérif et Saïd Kouachi et les femmes des 2 frères. Par ailleurs, une connexion a été établie entre les auteurs présumés de l'attentat de Charlie Hebdo et le suspect de la fusillade de Montrouge jeudi. On écoute Manuel Valls. Actuellement, une opération est en cours à Dammartin-en-Goële qui mobilise l'ensemble des services présents sur zone, dont la mobilisation sur le terrain et la présence à proximité du lieu en raison des opérations engagées hier permet une réactivité dans la réponse et dans la mise en œuvre d'un dispositif approprié. Le GIGN est sur place, se rend sur place et les opérations seront conduites dans les heures qui viennent, dans les minutes qui viennent, dans le cadre d'un dispositif complet, piloté par le directeur général de la gendarmerie et le directeur général de la police nationale, sous l'autorité du parquet antiterroriste et sous ma coordination pour ce qui concerne les services du ministère de l'Intérieur. Vous l'aurez compris, c'était Bernard Cazeneuve, donc le ministre français de l'Intérieur. Et à présent, après l'attentat de Charlie Hebdo, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé que de nouvelles dispositions seraient prises pour la lutte contre le terrorisme. On l'écoute. Cette mobilisation citoyenne, parce qu'elle est d'abord citoyenne, même si les formations politiques, les syndicats y appellent, c'est une réaction citoyenne, elle doit se poursuivre parce que nous devons nous rassembler autour de valeurs. Et ces valeurs, ce sont des valeurs de tolérance et de liberté, parce que c'est la liberté et la tolérance qui ont été atteintes, qu'on a voulu tuer. Et donc c'est ces valeurs-là qui doivent nous rassembler, mais au-delà même de ces rassemblements de dimanche. Vous avez été avec vos journalistes Charlie Hebdo? Non, je les ai salués les uns les autres et nous l'avons fait part de l'expression de notre soutien, de notre solidarité. Bon, le ministère de la Culture soutient aussi financièrement, parce qu'on participe aussi de cette solidarité. La solidarité, elle vient de tous les côtés, mais on est tous touchés, anéantis. Moi, j'ai eu l'occasion aussi de dialoguer, de parler avec les proches, avec les compagnes des victimes, avec les parents. On ne se rend même pas compte, c'est arrivé il y a 48 heures, mais le choc est terrible et il est malheureusement durable pour les proches, pour les familles, mais pour nous tous. Il y a une réaction, et c'est le cas ici, qui est magnifique, mais le choc, puissance de ce choc est là. Au moment où nous parlons, les forces de police et de gendarmerie sont en train, je l'espère, d'être en situation d'appréhender, de mettre en état de nuire les auteurs de cet acte barbare. Et nous n'avons pas encore mis la main sur l'auteur d'un autre assassinat à Montrouge. Donc chaque chose en son temps. Il y a le travail de la police, mais il y a aussi ce témoignage de solidarité, de compassion, de soutien. Comment ils vont... Excusez-moi, ce matin vous avez dit envisager qu'il faudrait peut-être envisager de nouvelles législations, une nouvelle législation. Non. Sur quelle piste vous voulez travailler? Il faut toujours, je l'ai dit devant les préfets, le président de la République aussi l'a dit hier devant les
groupes politiques représentés à l'Assemblée et au Sénat, en présence des deux présidents, Larcher et Barthelone. Quand il y a un tel événement, il est légitime qu'on se pose des questions sur notre propre arsenal. 2 lois ont été adoptées depuis 2 ans et demi, dont une vient d'être adoptée à une très grande majorité par le Parlement. Il y a des questions légitimes qui se poseront, donc il ne faut pas partir de l'idée que rien ne peut bouger, mais il ne faut surtout pas improviser. Le ministre de l'Intérieur réunira d'ailleurs les représentants des différentes formations, des groupes parlementaires, des spécialistes de ces questions, pour voir si sur tel ou tel élément on peut évoluer. Mais attention, encore une fois, l'enquête commence à peine, les auteurs ne sont pas appréhendés, on ne va pas bâtir une législation dans la précipitation, mais il faut en même temps se poser toutes les questions, et dans le cadre de notre état de droit, dans le respect de nos libertés, voir ce qui peut évoluer. Mais la réponse, elle doit être policière, judiciaire, mais c'est aussi une réponse profondément politique, au sens le plus noble du terme, sociétale, qui doit nous permettre d'avancer. Le président français François Hollande a reçu ce vendredi Marine Le Pen, la présidente du parti d'extrême droite Front National, sur fond de polémique en France sur la participation du FN à la grande manifestation de dimanche en hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo. À l'issue de cette rencontre à l'Élysée, Le Pen a estimé qu'il faut se mettre en situation de répondre à la guerre déclarée par le fondamentalisme islamiste. J'ai exprimé au président de la République la nécessité absolue, me semble-t-il, de suspendre immédiatement Schengen pour pouvoir contrôler nos frontières, élément essentiel de la lutte contre le terrorisme, mais aussi de la lutte contre le trafic d'armes. J'ai exprimé également la nécessité, à notre sens incontournable, de mettre en place des mesures visant à la suppression en tout cas à la déchéance de la nationalité de ceux qui, doubles nationaux, sont partis soit s'entraîner, soit combattre dans un pays étranger, puis reviennent sur notre territoire pour y commettre des crimes barbares, comme ça semble être le cas des 2 assassins qui sont actuellement en voie d'être arrêtés. Laurent Léger, grand reporter à Charlie Hebdo et rescapé de la fusillade, raconte la scène de guerre à laquelle il a assisté. Terrifiant. Un document de nos confrères d'Europe 1. On a entendu au travers de la porte des détonations, des pétards. Et puis très vite là, ça a changé. On a changé de registre puisque la porte s'est ouverte. Un homme a jailli, a surgi dans la pièce. Il était grand, il était tout en noir, cagoulé. On aurait dit un GIGN ou un membre des forces de l'ordre, du RAID par exemple. Il était armé avec une grosse Kalachnikov ou fusil d'assaut ou fusil mitrailleur, je ne sais pas trop, mais quelque chose de lourd, de gros, une arme de guerre peut-être. Ça tire et ça dure de longs moments. Et puis après c'est le silence parce qu'il n'y a plus personne, quoi. Moi je pense qu'il a tué tout le monde. Et puis là il y a des pas. Et donc il fait machine arrière et puis il marche dans le couloir, j'entends des pas et puis tout d'un coup je l'entends parler en français avec quelqu'un et là je comprends qu'ils étaient 2, au moins 2. Mais j'ai pas vu l'autre, je l'ai jamais vu. Et j'entends qu'il s'adresse à une femme, donc je me dis qu'il y a au moins une survivante, puisqu'il lui dit on tue pas les femmes ou on va pas tuer les femmes, je me souviens plus exactement. D'autres réactions à présent à l'attentat contre Charlie Hebdo, avec tout d'abord celle du maire de Paris, Anne Hidalgo. Mais je tenais à reconnaître, et le Conseil de Paris a suivi aussi cette proposition, à reconnaître l'esprit de Charlie. C'est aussi cet esprit qui est lié à ce qu'est cette ville, un esprit de la commune, un esprit des révolutions, un esprit frondeur, rebelle, un esprit qui est très lié à l'ADN même de notre ville. Donc c'est une façon de dire cet esprit-là, personne ne pourra le tuer. C'est aussi une façon de soutenir les équipes de Charlie Hebdo qui sont lourdement atteintes, bien évidemment. On ne peut pas assimiler ce qui s'est passé à l'islam. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. D'accord. Et il faut améliorer la compréhension de cette culture en gardant le cap de la laïcité. Mais il faut garder la compréhension de cette culture. Si, ils cherchent à ce qu'on se montre les uns contre les autres.
Ça fait très mal. Ça fait très mal parce que c'est un sentiment d'impuissance. Ils sont partis, ils ne reviendront jamais. Et 2 hommes en ont tué 12. 2 imbéciles ont tué 12 intellectuels. Ou des gens en tout cas qui avaient un cœur qui était bon. Et ils reviendront jamais. Voilà, ça c'est irréparable. Et ça fait très très mal, vraiment très très mal. On est tous émus, je pense, d'être ici, de regarder ces bougies, ces portraits, ces messages. Aussi de liberté et voilà, il faut continuer. Rendre hommage aux victimes, parce qu'on ne peut pas être d'accord avec ce criminel, c'est sûr. Hein. En tout cas, ça ne représente pas mon islam à moi. Hein. Ça c'est clair. Hein. Mais bon, il ne faut pas stigmatiser quoi. Ça sont des criminels et c'est tout. Point. Et vive la France. Voilà. Les États-Unis traitent l'attentat de Charlie Hebdo comme s'il s'agissait d'une affaire qui avait eu lieu sur le sol américain. Barack Obama, qui s'est rendu à l'ambassade de France pour signer le livre de condoléances, se tient informé au plus près. Les services de renseignement sont mobilisés et travaillent avec Paris et les parlementaires s'intéressent également à l'affaire. C'est ainsi que le chef de la commission du renseignement affirmait hier soir que Saïd Kouachi, l'un des 2 auteurs présumés de l'attentat, avait été entraîné par Al-Qaïda au Yémen et que les 2 frères étaient sur la liste noire américaine depuis des années. Les ministres de la Justice et de la Sécurité intérieure seront d'ailleurs à Paris ce dimanche par solidarité, mais aussi pour évoquer la question terroriste avec les autorités françaises. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, le patriarche maronite Pshaharaï a estimé ce vendredi que la présidentielle était tributaire du conflit sunnite-chiite dans la région. Dans des propos en off avec les journalistes à l'issue d'une conférence de presse à Kharkiv, le prélat a également estimé que l'Arabie saoudite et l'Iran avaient leur mot à dire dans le dossier. La présidence est vacante depuis le 25 mai, date de la fin du mandat de Michel Sleiman. La dernière séance électorale de mercredi ayant échoué, faute de quorum, une prochaine a été fixée au 28 janvier. La tempête Zina, qui frappe le Liban depuis mardi, provoque toujours des chutes de neige considérables à travers le pays. Dans le Kaza de Zrarta, au Liban Nord, des chutes de neige ont été enregistrées à partir de 350 mètres d'altitude, bloquant plusieurs axes et perturbant le déplacement des habitants. Même scène à Rachaya et dans la Beka ouest, où certains villages étaient complètement isolés. Dans le Koura, au nord, la neige est tombée à proximité des villes côtières, notamment à Sheka et à Enfé, et des routes à Kousba étaient toujours bloquées. Au Akkar, la neige est tombée à partir de 200 mètres d'altitude après une chute considérable des températures et au sud du pays, notamment dans les villages de l'Eklim Al-Toufar, et ces hauteurs ont également subi de fortes chutes de neige. La ville de Nabatillé n'a pas été épargnée par le manteau blanc. À Asbaya, la quasi-totalité des villages étaient enneigés ce vendredi et des axes routiers à nouveau bloqués. Des postes de la force intérimaire des Nations Unies au Liban Sud, dans la région, sont isolés des localités. De récentes images satellites fournissent de nouvelles preuves que la Corée du Nord développe un système de missiles basé en mer et qui donnerait à cet État nucléaire la capacité de deuxième frappe en riposte. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi l'US Korea Institute qui dépend de l'université Johns Hopkins. Ces images satellites montrent que le kiosque d'un nouveau sous-marin nord-coréen aperçu pour la première fois en juillet 2014 comporte 1 ou 2 tubes verticaux de lancement destinés à des missiles balistiques ou à des missiles de croisière. Actuellement, la flotte nord-coréenne de sous-marins est constituée pour l'essentiel de bâtiments soviétiques et chinois largement obsolètes. Et pour se quitter, ces images des Philippines où plus d'1 million de fidèles ont participé ce vendredi à Manille, la capitale, à la traditionnelle procession du Nazaréen noir, un Christ en bois sombre portant la croix, pieds nus agitant des mouchoirs blancs. Les pèlerins ont accompagné dans une grande fièvre populaire ce fameux Christ apporté par un prêtre espagnol sur l'archipel en 1607 et auquel les Philippins prêtent la faculté de réaliser des miracles et d'exaucer les vœux. Le pape François est d'ailleurs attendu à compter du 15 janvier aux Philippines, où 80% des 100 millions d'habitants sont catholiques et où l'Église reste très influente. Seul pays chrétien d'Asie, avec le Timor oriental, l'archipel compte aussi une minorité musulmane qui vit dans le sud et notamment sur l'île de Mindanao. Et c'est sur ces images que l'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain.